l'assassinat des Humites. Le retour sur le point du retour de la question des Humites, des Humains. Oui, parce qu'il y a plusieurs noms. Oui, mais je vais y revenir dans un instant. Avec moi-même, Prune, mais non pas votre invitée, votre hôtesse. Et notre invité, c'est de nouveau, enfin invité d'un jour, invité de toujours, Oao. Bonsoir Oao. Bonsoir Prune. Alors d'abord, quelques petits points. Ouais, je dis humide parce que toi tu m'as dit humide. Tu m'as bien dit humide. Waouh, ouais. Ben, au début, on disait humite. Voilà, humide. En français, c'est humide. Toi, tu as découvert aussi ça un peu par l'espagnol, et ça, donc c'est plutôt humitas ou humitas, voilà. Et j'ai mis un M, deux M, on s'en fout, c'est des transcriptions, donc c'est humo ou humo. Enfin bon, nous on dit humo, humide. Ouais, c'est comme ça fait humide, ça fait un peu truc moite, quoi. Hein, un peu truc qui. Ça pègue. Bref. Et maintenant, on les appelle les humains. Ouais, tu voulais dire un mot là-dessus, il me semble, non? Bah, comme s'ils voulaient se rendre plus proches de nous, d'une certaine manière. Plus humain. Et aussi, si c'est une arnaque de la CIA ou si c'est vrai... Ils sont pas trop foulés. Ils sont pas trop foulés, les mecs, quoi. Les humains, les humites, 2M, bon... Un H, ouais. Tu vois ça comme ça, toi? Ça fait humain, quoi. Ouais, en fait. ça fait humain. Ça fait très humain. Ouais. Mais bon, dans le doute... Alors justement, tu soulèves une des questions que je voulais aborder. Dans notre précédent opus, l'arnaque humite, je pense que ça a dû en prendre quelques-uns à revers à plus d'un titre, mais déjà au premier chef parce que c'est une arnaque. Ouais, on les a appelés les VRP du Nouvel Ordre. Ouais, c'était une intuition que j'ai eue comme ça. J'ai trouvé que c'était bienvenu par rapport à ce qu'on avait à dire. Mais aussi, on n'a pas du tout évoqué la question si c'était une arnaque, comme tu viens de le dire, la CIA, ou si c'était pas une arnaque. On a transposé le problème de l'arnaque sur un tout autre registre. Et qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi, là-dessus? Alors, arnaque, pas arnaque, c'est quoi ces humains? Pour moi, au fond, je sens que c'est une arnaque, dans le sens, ce qu'ils nous vendent. Ça n'a rien de glorieux et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche nous. Ah non. La simplicité, pas de technologie, voilà tout ce qui a été évoqué. Dans les alliés de l'humanité, hein, c'est ça. Voilà, par rapport aux alliés de l'humanité où ils ont un discours totalement à l'opposé Finalement, oui. Des humites. Et oui, moi je me disais, les mecs, c'est dingue, ils ont évolué par rapport à la technologie que nous avions aussi. Donc pour dialoguer avec nous, ouais. Ils ont commencé par envoyer des lettres. Après, il y a eu des appels... Les lettres humides. Lettres humides, il y a eu des appels téléphoniques. Il y a eu des emails quand l'Internet est arrivé. Ouais. Et maintenant, ils sont sur Twitter. Oui, enfin, X, mon gars, t'es pas à la page, pas autant que les humides. Hein. Oui, bon. Ouais, là, je t'ai eu, là, c'était dégueulasse, c'est vrai. Mais ils sont tellement matérialistes. C'est vrai, ils ont un compte Twitter? Oui, ils ont un compte Twitter. Ouais. Oyaga Oyissa sur Twitter. Ah, vas-y, comment il s'appelle? Oyaga Oyissa, un truc dans le genre. Où je voulais en venir. Oh, pardon, je t'ai coupé, mais grave. Qu'ils ont évolué par rapport à la technologie qui était la nôtre, en fait. C'est ça. C'est vraiment des êtres ultra matérialistes. Ils n'ont aucun moyen de communiquer avec nous que par des voies matérielles. Comme nous, enfin, j'allais dire même pas toi, moi, parce que toi et moi, on est beaucoup plus sensibles à des formes de télépathie très, très simples, en fait. Oui, quand on est synchronisé, c'est ça. Voilà. Des formes de télépathie et pas la télépathie qu'on imagine. Oui, au cinéma, je te parle dans la tête. Ouais, machin, allô, Roger de voilà. YouCopy, ouais. Donc ça c'est d'autres formes. Mais par rapport aux alliés qui, eux, ont sélectionné un homme avec qui il y a eu... C'est un médium, en fait, qui a capté les messages et tout ça. Bon, on voit que déjà, ils ont un accès, je sais pas comment dire, mais spirituel et bon, déjà, ils sont branchés sur ce qu'ils appellent les invisibles. Donc, ouais, et ils font pas dans la diffusion de sensationnel non plus. Voilà, vraiment, ils ont choisi une personne. Et cette personne, après, a fait ce qui lui a semblé être juste, tout simplement. Mais eux, ils sont vraiment... au final, ils sont matérialistes, intellectuels, cerveau gauche,
calculateur et ils ont des bases sur notre Terre. Oui, ça on voilà. l'avait vu, qu'ils sont, ils sont pas du tout spirituels. Ça me revient aussi, puisque tu évoques le canal de communication privilégié par les autoproclamés alliés de l'humanité. Ils disent, nous nous exprimons à travers un canal libre de toute interférence. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est l'humain, et même, j'allais dire, le spirituel en l'humain, qui est libre de toute interférence. C'est ça. Et attention, je ne veux pas dire que le fait d'être médium rend spirituel, mais c'est la qualité spirituelle de l'humain qui garantit une pureté d'intention, de d'émission et de réception. C'est quand même assez extraordinaire, parce qu'on voit quand même très bien que dans tous ces... tout est piratable. Hein, que ce soit le téléphone, les emails, les lettres volées. Voilà, tout ça c'est piratable. Une lettre moins peut-être qu'un email parce que c'est écrit de la main de quelqu'un avec peut-être un petit croquis ou je sais pas. Mais et puis son écriture. Enfin, mais on voit qu'en fait, je sais plus trop où je voulais en venir avec ça, mais que c'est pas du tout la technologie qui intéresse ces personnages. Bon, si tout ce monde-là existe aussi, hein, bien sûr. Et ça me faisait penser à un groupe dont on nous a parlé il y a pas longtemps, les Frères de Lumière, un truc comme ça, canalisé aussi par Monique Mathieu, dont tu avais parlé, ils ont à peu près les mêmes messages, nous a-t-on dit, en un petit peu plus spiritualo, peut-être, je sais pas. Un petit peu plus spiritualo et puis un petit peu plus, les films. Plus, un peu plus romancé. Un peu plus romancé, un peu plus... C'est moins terre à terre, moins terre à terre, moins terre à terre, ouais. Mm. Donc on a vu que les humides, ils sont exactement comme nous, dans le sens où ils sont dépendants de la technologie matérielle. Alors elle est plus avancée, hein, ils font des plis dans l'espace-temps, je sais pas, ils font des trucs comme ça, non ? Ils font des plis dans l'espace-temps, ils sont très avancés avec leur univers gémellaire, le machin qui serait la base de leur connaissance. Alors les connaissances des humides, si on se fie à ce que disent les alliés de l'humanité, elles ne sont pas forcément que à eux. Hein. Non, c'est des connaissances universelles que toute planète acquiert au bout d'un moment. T'as dit planète, mon gars. Oui, planète, oui. E de T, bien sûr. Acquiert au bout d'un moment, au fur et à mesure de son évolution, au fur et à mesure qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas seule sur ce plan. Ouais. D'une certaine manière. Après, ils ne font pas des plis dans l'espace-temps, enfin de ce qu'ils disent, mais c'est qu'ils arrivent à calculer quand il y aura une courbure dans l'espace-temps. Et en calculant cette courbure, en partant à une certaine période, l'espace-temps se plie et du coup ils peuvent voyager d'un point à un autre. Mais en fait, si tu réfléchis, c'est exactement la même chose que calculer les marées. Absolument. Tu vas partir avec la marée. En fait, c'est qu'on ne connaît pas la véritable nature de notre monde. C'est pas la technologie qui est importante, c'est la connaissance. C'est ça. Nous, on n'a pas la connaissance de ce qu'il y a autour de notre monde, de notre sphère de conscience, de peu importe comment on l'appelle, que ce soit plat ou dans l'espace. En fait, on ne sait rien de tout ça. Et du coup, on est totalement tributaire des informations qu'on glane, quoi. Alors manifestement, il n'y a pas que les humides qui ont cette technologie, ni les alliés, ni tout ça, tout le monde l'a. On a vu que, selon une expression qui revient, je crois, plusieurs fois, la technologie s'acquiert facilement dans la communauté, la grande communauté, donc l'univers. Ça, c'est transmis par les alliés. Donc la technologie, qui est quelque chose dont on a parlé la dernière fois, qui fascine absolument les petits humains, pas les humains, enfin les humains aussi, mais les petits humains, cette technologie, c'est avec ça qu'on va nous appâter, c'est notre verroterie manifestement. On le voit dans tous les films, depuis au moins 50 ans. Oui, c'est avec ça qu'on nous appâte. Pour moi, la technologie extraterrestre, elle est là, je pense, depuis un moment. Sauf qu'on nous fait croire que c'est nous qui l'avons inventée aussi. C'est comment cette technologie, elle arrive là d'un coup comme ça. Internet, s'il faut, c'est aussi une technologie extraterrestre qu'on nous a amené en échange de certaines choses. De la verroterie. C'est minime pour eux. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Un film de merde avec Angelino Pabo.
Ça s'appelle Les Éternels. Et en fait, c'est des espèces d'anges, plus ou moins androgynes, enfin, ils ne le sont pas, on a bien compris, qui veillent sur les hommes et qui leur insufflent la technologie. Il y en a un, il travaille sur la charrue, comme ça, un modèle sur un hologramme. Et puis, l'autre, tu fais, mais non, laisse, ils sont pas prêts, donne-leur la rare, juste. Alors, le gars, à regret, il renonce à sa charrue. Non, c'est pas pour tout de suite. Donc, je trouve que ça dit aussi vraiment quelque chose. Et si on parle de technologie, bien sûr, on a vu ça. Hein, la technologie allait être la monnaie d'échange et exerce une fascination, bien sûr, sur nous. Hein. Enfin, on a été travaillé au corps pour ça, faut bien le dire. Et on ne peut pas ne pas parler, bien évidemment, de Jean-Pierre Petit, puisque, en général, toutes ces histoires d'extraterrestres et trucs comme ça vient des États-Unis. Hein. La CIA, le machin, le chose, un petit peu les Ruskov, mais comme ça, vraiment vite fait, comme on dit en langage de jeunes. Mais essentiellement, ça vient des super productions hollywoodiennes. Et puis, bien sûr, on sait qu'il y a des ovnis un peu partout, quoi que soient les ovnis. Hein. Les gens les ont vus. Il paraît qu'à Mexico, c'est pourri d'ovnis. N'y allez pas, les gars. Mais là, on tient un Français. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de Jean-Pierre Petit? Parce qu'il y a quand même un peu à en dire, mais bon, on va l'écorcher au passage. Je préviens les admirateurs. Jean-Pierre Petit, ça a été le premier scientifique à s'intéresser avec un autre scientifique espagnol, à s'intéresser à l'affaire Humit, donc les débuts de l'être et tout ça. Il semblerait qu'il a été lui-même aussi contacté par les Humites, qu'il les a rencontrés, qu'il a eu des... Oui, il y a eu des trucs croustillants, mais on en parlera après. Attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Jean-Pierre Petit s'est grillé sur par rapport à ses collègues. Il s'est totalement décrédibilisé. Décrédibilisé par rapport à cette affaire-là, de tout le domaine scientifique et de la recherche. Et maintenant, il passe sa vie à essayer de faire valoir son modèle Janus et tout ça, et à vouloir le faire accepter dans les rubriques scientifiques qui permettent de valider une théorie ou de l'invalider. Sauf qu'il a pu les entrer, en gros. Eh bien, parlons-en de ce modèle Janus. Donc Janus, c'est le dieu à deux visages. Hein. Et donc cette théorie de l'univers gémellaire, tout le monde dit modèle Janus, univers gémellaire, personne n'en sait davantage. Hein. Waouh. Toujours, oh oui, c'est une tronche, le modèle Janus, l'univers gémellaire, Jean-Pierre Petit, le CNRS. Une fois qu'ils ont tout balancé, les mecs n'ont plus rien dans les poches. Hein. Vas-y, parle-moi. Tu vois. Alors, moi, j'ai du mal à m'y intéresser et pour cause, parce que tous ceux qui essayent de creuser un peu le sujet se rendent compte que c'est très pointu au niveau... Ardu. C'est très ardu, c'est ça, au niveau mathématique. Donc, encore une fois, on n'est pas apte à juger, mais voilà, d'où est-ce que ça vient, ce modèle? Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire? Ce qui est sûr, c'est que Jean-Pierre Petit, il parle à des gens qui ont minimum bac plus 5 en maths ou bac plus 8. Donc c'est très peu de monde. Donc moi, j'ai essayé d'essayer de comprendre avec mon petit niveau de rien du tout de quoi il en retournait. Mais en effet, c'est très ardu de le suivre parce qu'il ne parle pas à des gens de la base, en fait. Il veut se faire valider par... il recherche des gens qui parlent le même langage que lui aussi. Oui, il s'adresse à des chercheurs, à des gens du monde universitaire et de la recherche, bien sûr. Alors, encore une fois, il y a cet élitisme intellectuel qui fait que nous ne sommes pas aptes à juger. Nous ne sommes pas aptes à juger le discours d'un très, très, très petit nombre de gens, en l'occurrence un, on va dire, dont un très grand nombre de gens connaît le nom. Donc ça me dérange toujours. Et justement, parlons un peu de ça. Jean-Pierre Petit cherche une reconnaissance professionnelle scientifique de la part des scientifiques, mais ça a un retentissement beaucoup plus grand que ça, bien sûr. Sauf que Jean-Pierre Petit, manifestement, n'aura jamais sa reconnaissance. Il est déjà âgé, je pense qu'il est professeur émérite. Non, il n'est pas professeur. Il n'est pas professeur. Il est chercheur émérite. Mais on peut être chercheur. Mais l'heure est passée, son heure est passée. Et en fait, on peut se demander ce que cherchaient les Humites avec cette opération-là, l'opération Jean-Pierre Petit. L'ont-ils réussi ou l'ont-ils raté, selon toi ?
Je pense d'une certaine manière, ils ont réussi, car il n'a pas été reconnu par la science officielle, par la recherche officielle, mais le nom de Jean-Pierre Petit, en tout cas en France et en Espagne ou en Europe, est sur toutes les lèvres. Toute personne qui cherche un peu, qui est un peu dans l'ésotérisme et tout ça, pratiquement tout le monde le connaît. Et donc de ce côté-là, le modèle Janus, même si on n'en comprend pas grand-chose, à part que toute hypersurface a un recto et un verso, et que d'un côté les masses sont opposées à chaque fois d'un côté et de l'autre. Voilà, moi c'est ça que j'ai retenu. Lui, il essaye aussi il est en opposition par rapport aux histoires des trous noirs, de tout ça, de tout ce qui n'a pour lui pas de sens aussi. Mais la majorité de ses avancées dans ses recherches ont été soufflées par les humites, qui lui ont dit creuse par ici, Voilà, creuse c'est par là que je là. voulais en venir. Alors, un peu comme dans le film Les Éternels, ce sont les humites qui ont, tu dis, qui lui ont soufflé, qui lui ont insufflé, ils l'ont guidé ou ils lui ont tout donné. C'est un peu, c'est quoi? Bah ça, on sait pas trop. Ça, moi, je saurais pas dire. Après, je pense qu'ils l'ont aiguillé et que lui, avec son bagage intellectuel, mathématique, avancé, tout ça, ça lui a permis d'avancer plus vite. On Mais avait, oui, pardon. on avait eu l'information via une correspondante à toi que l'histoire de la MHD, donc que maintenant les Russes ont récupéré et tout ça. Précise-nous s'il te plaît ce que c'est que la MHD. La MHD, c'est Magnétique. magnéto, c'est avec le plasma. C'est une histoire avec le plasma. Magnéto, je sais pas. MHD, c'est un système qui permet aux missiles dans l'air et dans l'eau, via un noyau nucléaire, de créer une bulle de plasma autour de l'objet, ce qui fait que le missile ne se propage plus, n'avance plus dans de l'eau ou dans de l'air, il avance dans sa propre bulle de plasma. Ce qui fait que c'est des missiles ou des objets qui peuvent tourner à 90 degrés, des trucs qui avant étaient impossibles. Qui avant était impossible, oui et non, parce qu'il y a des témoins qui ont vu des objets volants non identifiés qui avaient des trajectoires telles que tu viens de nous décrire, n'est-ce pas? Absolument. Je dirais qu'avant cette technologie-là, c'est pour ça, pour moi, c'est une technologie qui vient d'ailleurs, ça c'est sûr. C'est les humides qui lui ont soufflé dans cette recherche-là. Et avant, les objets qu'on voyait, c'était les envahisseurs, les étrangers, en dehors de notre cratère ou en dehors de notre planète, qui ont voyé ça. Humides ou pas, Humides ou ils sont très nombreux manifestement. La technologie, c'est ça, on peut revenir à ça. La technologie s'acquiert très facilement dans la grande communauté, donc dans l'univers. Donc vu on se rend compte que l'univers extérieur est comme l'univers intérieur, compétitif, commercial, hiérarchique, bien sûr que la technologie, du coup, forcément, s'échange contre des biens matériels, s'échange contre des matières premières. Des matières premières, comme les Européens sont arrivés en Afrique ou en Amérique du Sud avec des babioles qui, pour les Indiens qui n'y connaissent rien, ou les Amérindiens qui n'y connaissaient rien, pour eux, ça avait de la valeur, mais pour les Européens, ça n'avait aucune valeur. C'était une broutille. Donc, on pourrait se dire que la MHD aussi, c'est une broutille. Après, je me dis aussi, si c'est ce qui permettra à l'humanité de sortir du cratère, donc à ce qu'on nous prépare en fait, finalement. Oui. Eh bien, peut-être c'était aussi une sorte de contrat tacite, j'en sais rien, qu'à un certain moment, une humanité émergente, eh bien, il y a un moment, il faut qu'elle acquiert telle technologie pour pouvoir faire des échanges commerciaux ou pour en devenir dépendant aussi. On ne sait pas de cette MHD. Sommes-nous dépendants de la MHD qui est en train d'arriver ? C'est vraiment comme nous sommes dépendants du téléphone, d'Internet, de la voiture, de tout ça. Oui. Et qu'on aura le seul moyen de sortir de notre cratère, ce sera via cette technologie. Et non, peut-être s'il faut, il y a d'autres moyens de sortir en dehors de la technologie. Mais là, on reste que dans le plan matériel. Oui, c'est ça.
Parce que là, en t'écoutant, je me dis, la MHD, s'ils viennent nous donner cette technologie qui est essentielle, parce que nous, on est cantonnés chez nous, alors qu'autour, ça bourdonne dans tous les sens, peut-être déjà pour pouvoir se défendre ou avoir une idée où on vit et qu'est-ce qui se passe, je me dis, finalement, c'est les gentils, alors les humains, humains humides, ils sont venus quand même nous apporter la MHD, l'univers Janus, et en fait, c'est peut-être eux, les gentils décrits dans les alliés de l'humanité. Mais non, en fait, non. Parce que tout ça, ça nous maintient toujours dans un monde tel qu'on le connaît, mais à une échelle encore plus grande. Enfin, c'est ce modèle fractal quoi, de pillage, de commerce, tout ça. En fait, on n'en sort jamais. Ouais, on n'en sort jamais. Il semblerait que dans ce plan de réalité, on n'en sortira jamais. La seule chose que les alliés nous disent, c'est qu'il faut qu'on préserve notre autonomie. Ah oui. Et que par contre, ils ne disent pas qu'il faut qu'on renie la technologie, en fait. Dans ce plan matériel, en fait, moi, c'est ça que j'ai compris. C'est que on doit préserver notre autonomie, on doit préserver notre biodiversité, on doit empêcher les pillards. Les pillards, donc ces groupements, enfin comment ils les appelaient Les collectifs. Les collectifs, parce que les collectifs, ils sont en mental de ruche, donc il n'y a plus d'individualité. Et s'ils viennent ici, ils prendront tout, et quand ils auront tout pris, ils s'en iront. Et on va se retrouver avec une planète désertique, peut-être comme les humides, d'une certaine manière. Donc je suis un peu contrebalancé, moi. Je ne sais pas si les humides, c'est un collectif, parce qu'ils disent avoir été envahis par ces collectifs, et ils disent avoir réussi à expulser l'envahisseur. Mais s'il faut, ils ont réussi à expulser l'envahisseur trop tard, et leur planète n'a pratiquement plus rien. Les alliés nous disent aussi... Oui, ils disent un peu la même chose, les alliés. Oui, et ils disent aussi, il y a dans les questions-réponses, à quel degré d'individualité les mondes libres sont-ils ? Et ils disent, tout dépend du degré de ressources qu'ils ont eu. Moins il y a de ressources, ils sont libres, et moins l'individualité existe. L'individualité. Parce qu'ils sont obligés de tout gérer. C'est un peu ça qu'on avait vu dans l'ancien opus. C'est que les humides, il semble qu'ils ont un taux de biodiversité très très bas, d'après de ce qu'ils nous disent, dû à avoir été attaqués par un collectif, qu'ils ont réussi à foutre le collectif dehors, et ils se retrouvent avec presque plus rien. Moi, c'est un peu ça. Donc, ils sont en slip, les mecs. Ils sont en slip, et ils doivent gérer tout très martialement. Enfin, tout est martial, tout est calculé, tout est... Donc, individualité très bas. C'est marrant, moi ça me fait penser au film qu'on voyait, au film de propagande tourné par le régime du Reich, quand tout le pays était dans l'effort de guerre, avec une individualité très faible, des mouvements de groupe, avec les drapeaux, les trucs comme ça, les petits-enfants embrigadés, les femmes qui travaillaient, les hommes aussi, dans les grands travaux, tout ça fait un peu penser à ce genre de choses. Alors, mais revenons quand même, on devait aussi continuer à parler un petit peu de ça, la façon, l'opération humide. L'opération humide, et quel est le but, comment ça s'organise, si c'est vraiment les gentils, ou est-ce que c'est la façade d'un collectif, ou est-ce qu'ils sont en freelance, en bon français, ils sont en leur nom propre, ces fameux humides, mais ça semble difficile, surtout s'ils ont été envahis et tout ça, qui n'est pas eux-mêmes d'accord de bonnes pratiques avec d'autres collectifs et tout ça. On sait bien que... Bon, on sait bien, enfin ceux qui le savent, ceux qui ne veulent pas le comprendre ou ne peuvent pas l'accepter, c'est autre chose, mais nous ne sommes pas seuls sur notre propre environnement. Sur Terre et sous Terre, il y a des êtres qui sont là, qui se cachent, qui ont leur base. Tous les continents de la Terre boule qu'on nous présente ne sont pas exhaustifs. Il y en a d'autres avec des tas d'êtres qui sont là. C'est pas les humides, c'est tout un tas d'autres trucs. Donc il y a du monde. Donc si les humides veulent avoir leur présence sur Terre, peut-être qu'il ne faut pas qu'ils fâchent trop de monde non plus. À la différence des alliés qui disent qu'ils seraient en danger s'ils venaient, que de toute façon ils n'ont aucun titre à venir.
Les humites, là, ce groupe humite, ils disent qu'ils ne sont pas très nombreux sur Terre, tout ça. Quelle est leur place au sein de ces autres collectifs et coalitions d'envahisseurs plus ou moins bien implantés, à ton avis? Eh bien, je dirais qu'ils sont plutôt bien en place. Ils ne sont pas en danger, apparemment. Ils n'ont pas l'air en danger. Ils se montrent au grand jour. Ouais, ça c'est un signe. Ils sont relativement bien acceptés parmi les humains. Tous les humains qui ont connaissance de l'affaire du dossier Humit. Dans le domaine ésotérique et les petites chaînes, Nurea TV, tout ça, c'est monnaie courante d'entendre parler des Humites. Nos amis les Humites ? Ils sont encensés. Ah oui, ils sont encensés, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'animosité ? Ouais, enfin en tout cas, il y a pas un moment où sur ces chaînes-là, on dit attends, est-ce qu'on prendrait pas du recul et on essaie de voir. Non, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on avait déjà vu, les gens sont fascinés. Donc moi, je trouve que non, ils ont bien réussi leur opération. Ils sont plutôt aimés, même de la population. Donc c'est un peu ça que les alliés nous mettent en garde. Après, est-ce qu'ils sont rattachés à un collectif ou est-ce qu'ils sont en freelance, comme tu as dit ? Je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, s'il le faut, c'est une nation libre, mais qui a besoin de ressources aussi. Les alliés nous ont dit aussi que les relations, les nations libres, les mondes libres, ont aussi des accords commerciaux, très limités, mais ils vont quand même aller puiser des ressources quelque part, qu'il y a plus de guerre à proprement parler dans la grande communauté, mais c'est que du contrôle, du rapport de force au niveau du psychisme. Il y a beaucoup de contrôle mental, voilà. Du contrôle mental, et qu'il peut y avoir des anciennes animosités entre deux mondes libres qui se sont battus pour les mêmes ressources, mais ils restent libres, ils ne sont pas dans des collectifs. Donc en fait, monde libre aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. Ça veut dire monde libre qui a réussi à ne pas rentrer dans un collectif, donc qui a un niveau d'individualité plus ou moins élevé. Collectif, c'est différent. Collectif, c'est tu ne peux plus penser par toi-même parce que ta génétique a été usurpée. On a implanté dans la génétique de l'hôte la génétique d'une partie du collectif, ce qui fait que, en partant de la base, de là d'où vient la génétique, en fait, tout le monde est toutes les races sous le contrôle d'une génétique première. Moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Parce que, on va préciser, tu fais bien d'en parler, un collectif, ce n'est pas homogène au niveau de la race. C'est ce qu'on nous a expliqué. Ouais. C'est plusieurs races. En fait, ça devient homogène du fait qu'il n'y a plus qu'un seul mental, intelligence artificielle qui fonctionne pour tout le monde. C'est ça. Ils n'ont plus d'autonomie. Ils n'ont plus d'autonomie psychique, mentale. Ils pensent créatrice, ils pensent pour le groupe. Et dans un monde libre où l'individualité est très basse, ce qui semblerait par rapport à nous, en tout cas, chez les Humites, il y a encore de l'individualité, mais ils pensent pour leur race, pas pour le collectif. C'est comme ça que je vois la différence. D'accord. Je voudrais évoquer quand même les quelques images, j'en ai peut-être mis qu'une seule, je ne sais plus. Dans le numéro précédent, à titre d'illustration, j'ai mis une image d'une série Humite. Ils ont sorti une série. Alors c'est le même, je crois qu'il y a une photo comme ça et c'est ces deux gars souriants et ils ont l'air de se fendre la poire. Pour moi les Humites, c'est pas des mecs super rigolos, tu m'excuseras, mais en ayant lu les lettres, je ne les imagine même pas en train de sourire. Et alors ces deux gars qui se sourient comme ça dans leur petite combinaison moule-burne argentée. Et en fait c'est le même, tu sais, parce qu'en fait ils ont tous la même gueule et je crois que c'est le même acteur dédoublé ou un truc comme ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la sortie récente, il me semble, d'une série sur la question ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je viens de l'apprendre. Je ne savais pas qu'il y avait une série sur les Humites. Ça fait vachement... Alors, soit c'est pour faire accepter encore plus... c'est l'éternel rôle du cinéma et des séries. Voilà, là, pour faire accepter la présence extraterrestre.
Mais là, du coup, on peut, Comme de fait, hein. comme de fait, Mmh. mais du coup, là, on peut clairement se poser la question de la réelle existence des humites Bah oui. aussi. Soit les humites ont avancé suffisamment dans leur plan Mhm. pour avoir assez d'influence pour qu'il y ait une série sur eux-mêmes qui sorte, en les valorisant, bien sûr. Oui, c'est absolument. Je pense aussi, pendant que tu parlais, il me venait des idées, alors ça foisonne un peu, après ça se tasse. Alors là, ça commence à être, tu sais, la fiction c'est de la réalité c'est la fiction. Il se pourrait que toute cette affaire-là ne soit pas vraie, mais cache quelque chose qui est certainement vrai, parce qu'on n'a jamais la vraie version des choses. Et c'est un peu un truc qui se mord la queue, une série, alors qu'il y a eu énormément de séries sur les extraterrestres et de films sur les extraterrestres ces 60 dernières années, comme si c'était acté, hein, du cinéma qui est toujours hyper réaliste. Bien, là nous avons du cinéma, j'imagine, qui se veut hyper réaliste, avec quelque chose qui prend son inspiration dans la vie réelle. Alors là, il y a un cran de plus, tu comprends ? Plutôt que juste ET ou peut-être ou nanana ou Signe avec Mel Gibson et trucs comme ça. Non, là ça, c'est comme s'il fallait nous faire acter la chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme dans un jeu vidéo, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Comme les Sims, comme la nana qui porte plainte pour viol parce que dans le jeu, le mec l'a touché, tu vois. En fait, la confusion mentale devient totale avec cette série, tu crois pas ? Ouais, la confusion devient énorme. Je viens de me rappeler d'un truc qui est dit dans Les Alliés. Donc, il nous parle qu'il y a, depuis une vingtaine d'années ou 40 ans, il y a toujours eu du passage chez nous, mais jusqu'à un certain point, et là, ça atteint des proportions titanesques, où il y a beaucoup de passages. Ils nous disent, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de passages, ils ne peuvent pas vivre dans notre atmosphère. Donc c'est peut-être une clé aussi. Là, je suis en train de me dire, par rapport à le fait que c'est une série aussi, qu'il y a cette série qui sort, c'est peut-être carrément une très grosse opération, où, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des vérités dedans, Oui. comme la MHD, comme l'histoire de l'univers gémellaire, pour brouiller les pistes de qui donne la technologie, et en même temps faire accepter la présence extraterrestre sur Terre. Après, il nous parle aussi de clonage avec Qui nous parle du clonage, pardon ? les alliés. Enfin, Les alliés. il nous Oui, bien sûr, informe oui, de l'hybridation. de l'hybridation en cours. Et ça, Pas du clonage, de l'hybridation. oui, de l'hybridation. L'hybridation en cours. Déjà, le dossier allié a une quarantaine d'années au final. Il sort 20 ans plus tard, parce que l'auteur met 20 ans à le publier. Et on en est maintenant. Donc, ça fait presque 40 ans. Ça fait presque 40 ans, oui. Donc, pratiquement aussi la même... bon, peut-être les humides, c'est un peu plus de 40 ans. Oui, c'est plus de 40 ans, parce que ça commence dans les années... années 50, fin de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Chose comme ça, ouais. Donc ça fait 70 ans. Oui, donc Tu parlais d'hybridation. L'hybridation, ils nous disent elle est déjà en cours, mais qu'au moment où ils en parlent, elle n'est pas encore visible, aboutie et visible. Et donc on peut clairement imaginer qu'après 40 ans, l'hybridation est très avancée, et qu'on puisse croiser dans la rue des hybrides, comme ils le disent, des gens qui nous paraîtront humains, mais qui seront déjà rattachés au collectif, donc au mental. Au mental de ruche. Voilà. Alors, bon, bien sûr, il y a eu ce coup énorme d'injection de la population avec des choses qui font muter. Il y a eu beaucoup de choses, et ça a commencé par les écouteurs dans les oreilles, tout ça. Il y a eu une lente dérive, une lente agonie de l'autonomie créatrice du mental humain, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que dit comme ça, tu parles d'hybrides et de gens qui sont dépositaires du mental de ruche. L'une des dernières fois où je suis allée en Suède,
Je me suis retrouvée dans les transports en commun, tout ça, avec que des gens devant des tablettes et tout ça. Bon, les tablettes et les écrans, c'est une chose, mais leur regard était vide. Et 2-3 ans auparavant, parce qu'il y a eu une année où j'y étais pas allée, je ne l'avais pas remarqué à ce point. Bon, les Suédois, je dis souvent, hein, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils vont dire. Ils sont tellement bien programmés qu'ils sont même engrammés. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils leur mettent dans l'eau? Qu'est-ce qu'ils leur mettent dans la flotte? Comment c'est possible? Ils pensent tous la même chose en disant « je pense hein, », quand on semble leur phrase par « je pense » quand même. Mais je me dis, là, on commence à avoir un bel exemple, d'autant plus qu'en plus, les humides, c'est blond aux yeux bleus. Bon, tous les Suédois ne sont pas blonds aux yeux bleus, très loin de là. Ils sont plutôt un peu comme toi, ou avec les yeux plus clairs, mais ils ne sont pas forcément blonds. Mais on a un petit peu ce type quand même. Enfin, pour les Suédois de race, on va dire, hein, parce que bon, il n'y en a plus beaucoup de ceux-là non plus. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est devant nous, hybride ou pas, et je ne sais pas, hybridation de quelle manière, waouh, hein. Est-ce que c'est par la génétique, par le contact sexuel, ou je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est acté, en fait. Pour moi aussi, hein, pour moi, c'est acté. Et bien sûr, je m'étais déjà posé cette question sur cette injection de masse qu'il y a eu pendant la période qu'on connaît tous. Qu'est-ce qui a été injecté réellement? Qu'il y en ait eu qui ait des effets secondaires et d'autres qui n'aient pas eu d'effets secondaires, en fait, ça n'a peu d'importance. Si le but, c'était d'intégrer une nouvelle génétique à l'humain, pour ma part, je pense qu'on peut très bien intégrer une nouvelle génétique avec de la flotte. Si dans la flotte, il y a quelque chose... Si la flotte est programmée, bien sûr. Si la flotte a une... On nous parle d'ARN messager, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille aussi. L'ARN messager, on a tous entendu ça, qui va modifier notre ADN, notre génétique. Donc on y est. Donc 70% de la population mondiale s'est fait picouser, ou 50%, je ne sais plus où c'en est. L'hybridation de masse. Hybridation de masse. Là, on y est. Alors, on peut dire que le but n'est pas... Enfin, ça n'a pas d'importance, notre race humaine, petit gris, tout ça, parce qu'on a vu effectivement que les coalitions et les dites collectifs sont composés de plusieurs races. En fait, ils ne sont pas racistes. Les uns et les autres, ils ne sont pas racistes envers les types d'extraterrestres. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le ciboulot. Et effectivement, à ce compte-là, je pense, oui, que l'hybridation est accomplie pour un très grand nombre de gens qui ont acquis le mental de ruche, c'est-à-dire qui n'ont plus d'autonomie de pensée, bien qu'ils croient encore le contraire. Est-ce que, si on regarde les choses comme ça, on peut comprendre que peut-être il n'est pas question d'une hybridation par la chair, mais d'une hybridation, une interface homme-machine, puisque c'est ce que j'appelle exactement, c'est le prototype de ce que j'appelle une intelligence artificielle, ce mental de ruche, non? Bien, je pense que déjà dans un premier temps, l'interface homme-machine permet le début du programmage du cerveau. Donc là, on n'est pas encore dans la génétique, et que à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe au niveau de la génétique, eh bien, ça passe à un stade supérieur. Je pense que le stade supérieur, on l'a passé en 2019 et tout ce qui s'est écoulé depuis. Maintenant, il me paraît évident que ce n'est pas une histoire de virus, ce n'était pas une histoire de maladie, ce n'était pas au passage, il y en a qui sont morts, mais ça c'est dégâts collatéraux, ils s'en foutent. Et que le but c'était l'hybridation. Le but c'était d'amener... De préparer le mental humain. De préparer le mental humain et aussi d'amener au sein de notre ADN, au sein de notre génétique, une nouvelle forme de génétique. À eux, du coup, cette génétique se rapproche de leur génétique et permettent de nous contrôler dans notre chair. Alors, on va bientôt approcher du terme de cette petite session, mais pendant que tu parles de génétique, en fait, très cher ami, est-ce que tu te souviens que nous avions étudié l'épigénétique et que l'épigénétique est au-dessus de la génétique? Donc quand on parle de génétique, ça c'est un engramme, pour nous les masses, qui nous fait croire que c'est la matière qui décide. Et que donc ce qui serait décisif, c'est d'hybrider notre génétique dans la chair avec une autre génétique, en traficotage de séquences d'ADN, tout ça. Or on a vu
que c'était l'esprit créateur humain, voire parfois tout simplement le mental humain programmé, qui allait envoyer les informations, y compris à l'ADN, parce qu'on parle d'ARN messager. Tu sais ce que c'est que l'ARN messager, l'acide ribonucléique messager, possédant la transcriptase inverse, qui veut dire qu'il peut réécrire l'ADN et la coder. Qu'est-ce qui a le pouvoir, quoi d'autre a le pouvoir de coder l'ADN ? Notre esprit, notre mental. J'allais dire le langage humain. Alors que ce soit effectivement engrammé dans de l'eau ou autre chose, en fait, il s'agit d'une hybridation épigénétique. Oui, épigénétique. Ça me fait penser que peut-être que eux, ils fonctionnent, enfin, ils connaissent l'épigénétique, et du coup, ils savent que d'abord, avant de pouvoir programmer la génétique, donc nos cellules, notre ADN, on doit d'abord programmer l'esprit. Oui. Parce que sinon, si l'esprit n'est pas programmé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est notre esprit qui aura le dessus au bout d'un moment. Si on a un esprit plus ou moins... voilà. Mais du coup, d'abord, on amoindrit l'esprit. Donc on le connecte déjà à une sorte de mental de ruche via de la technologie. Donc le niveau de créateur de l'esprit descend. Et ensuite, ils peuvent, une fois que l'esprit et le mental est plus faible, ils peuvent envoyer une information qui va changer notre génétique. Parce que notre esprit n'est plus là. Notre esprit est occupé par le téléphone, occupé par les écouteurs, comme expliqué, pas tout à fait exactement comme ça, mais comme expliquait le docteur Lipton. Hein. Il disait que 90% c'est du pilotage automatique. Et là, c'est ce que tu viens de nous décrire. Voilà. Alors pour conclure, on va redire un mot sur quelque chose dont on n'a pas tout à fait parlé cette fois-ci, mais le fait que les humites, pour revenir à eux, ont essayé de circonvenir des chercheurs. On a parlé de Jean-Pierre Petit, il y en a peut-être eu d'autres, je ne sais pas, tu parlais d'un Espagnol, qui devait servir à les faire connaître. Et je ne sais pas exactement quel est le but de l'opération, mais qu'il y avait comme un donnant-donnant, encore une fois. Et en l'occurrence, dans le cas de Jean-Pierre Petit, c'était du prestige qu'il n'a pas eu. Le prestige, c'était sa monnaie. C'était ce qu'il allait pouvoir acquérir avec ce que les humites lui ont laissé passer et lui ont donné. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça pour lui. En fait, peut-être que les humites se moquaient, ou ceux qui sont derrière se moquaient éperdument que Jean-Pierre Petit et son joujou, sa carotte, quoi. Enfin, sa carotte. Ils lui ont tendu la carotte, mais il n'a pas eu la médaille, hein, ni en chocolat, ni en or. Mais finalement, l'agenda avance malgré tout. Alors, encore un mot, puisqu'on peut le dire, c'est quand même quelque chose de très sérieux, puisque ce monsieur Jean-Pierre Petit a eu des contacts réels avec ces personnages. On lui a même prélevé du matériel biologique. Oui, on lui a prélevé du matériel biologique, dont du sperme, et aussi de la chair, semble-t-il. Enfin, ou un organe, on ne sait pas. Oui, ça c'était... C'est des informations qu'on a eues. C'est des informations qu'on a eues par une de nos correspondantes, oui. Mais le sperme, la semence, il était d'accord ou pas ? Parce que l'autre prélèvement, il n'était pas au courant. On nous a raconté que c'est sa femme qui a vu ça le matin et qui lui a dit « Mais tu n'avais pas cette cicatrice ?» Donc oui, la cicatrice, c'est sûr que là, il s'en souvient pas, il sait pas ce qui s'est passé et tout ça. Le sperme... Parce que c'est un peu délicat quand même, ça engage la sexualité ou l'intimité. Je sais pas à quel point il était... je pense qu'il était consentant et conscient. Je ne sais pas à quel point. Parce que c'est quand même très intrusif, ces manières-là. Après, je pense que pour des gens de ce calibre-là, faire éjaculer un homme, c'est ce qui est le plus facile à faire, quoi. Bien sûr. Je ne sais pas. Hein, oui, mais il y a le fait de récupérer, il y a tout ça, quoi. L'électrochoc, enfin peu importe. Non, s'il possède vraiment les techniques mentales, oui, non, voilà. C'est pas très compliqué. Mais encore une fois, bon, puis on va terminer là-dessus, mais qui est-ce qui, dans nos souvenirs un peu comme ça, qui est-ce qui fait des ponctions, des prélèvements, qui traficote les organes génitaux, comme ça. Qui c'est qui fait ça ? Là, comme ça, à la louche.
C'est nos élites. Ah, je pensais pas tout à fait à ça, mais bien sûr, mais je pensais au gris. Aux C'est petits ça, gris. toutes ces histoires d'extraterrestres. Là, excuse-moi, mais on est quand même dans quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de très, très sordide. Je veux dire, ces humides humains, là, décidément, pour moi, c'est pas les alliés. Non, c'est pas les alliés, et qu'ils existent ou pas, ou non. Ce qu'on nous apprend, c'est que les envahisseurs de ces collectifs ont un pouvoir de faire voir dans la pensée, enfin un pouvoir psychique énorme, comme ce qu'on nous décrit aussi des petits gris, et qu'ils rivalisent entre eux, entre collectifs, parce qu'ils ont développé depuis des milliers d'années pour rivaliser entre eux et ne pas se faire la guerre avec des armes nucléaires et peu importe. Des technologies Des mentales. technologies de contrôle mental et de visualisation, et qui peuvent nous faire voir ce qu'ils désirent. Donc on pourrait même se dire, les humites, Mhm. l'apparence qu'ils ont, Oui. sont une projection aussi qui rend acceptable leur morphologie. Ah, comme les projections des reptiliens, là. Par exemple, Mhm. s'il faut petit gris ou pas, Mhm. s'il le faut, ce sont des petits gris qui se font passer pour des humites, Ouais, des grands blonds aux yeux bleus. des ouais. grands blonds aux yeux bleus, une autre humanité qui vit en dehors, voilà, dans Mhm. un autre endroit. En fait, c'est tout de l'arnaque. Voilà. On peut, là, à ce stade-là, on peut douter, en effet, bien que les alliés nous disent, vous allez apprendre, et il faut que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas les seuls humains. Et ils le disent. Humain, humain, humite, arnaque, allié ou aliène?